Bonjour à tous. Pour ceux qui avaient suivi la dernière conférence, pas la dernière, mais la première conférence que j'avais faite sur la Formule 1, j'avais parlé régulièrement de l'IndyCar, en disant que c'était entre guillemets «la F1 à l'américaine», ce qui est pas vraiment un peu le cas, mais pas complètement. J'avais dit que ça pouvait faire l'objet d'une conférence. Ici, c'est le cas. On va voir ensemble l'histoire de l'IndyCar et des 500 miles d'Indianapolis, parce que c'est deux choses qui sont étroitement liées. Donc dans le sommaire, dans l'ordre, on va voir l'histoire de l'Indy 500, puisque l'Indy 500, c'est la base, on va dire, comment ça s'appelle, de l'IndyCar. Ensuite, on va voir l'histoire de l'IndyCar, les généralités de la discipline, le déroulement de l'Indy 500, et faits, pilotes, écuries marquants et les questions. Alors plus pour la dernière truc, ce sera plus pilote et écurie marquants, même si les faits, on peut en parler, mais ils seront pas notés. L'histoire de l'Indy 500. Deux photos ici. Donc la première à gauche, c'est le tracé. Donc le tracé qui est assez original parce que, à la différence des autres anneaux de vitesse, mais ça on y reviendra à plus tard, à la différence des autres anneaux de vitesse, celui-ci est de forme rectangulaire. Et du coup, à droite, on voit une photo de, de la ligne droite de départ, en gros, avec l'Indy 500 de 2019, où Simon Pagenaud était en pole position. En l'occurrence, c'est le départ, et il a gagné la course à la fin. Et on peut voir que c'est quand même un circuit avec beaucoup de monde, hein. Carl Graham Fisher, qu'on voit à l'écran, envisage pour la première fois de construire un speedway, donc un anneau de vitesse, dédié au sport automobile à Indianapolis en 1905, après avoir assisté à des courses automobiles en Europe, et plus particulièrement en France. Fischer, il remarque que les routes sur lesquelles roulent les vitesses sont dangereuses et mal adaptées, et que les spectateurs n'en avaient pas pour leur argent. Donc en gros, il trouvait qu'il n'y avait pas assez de spectacle, parce que les voitures roulaient en ligne droite le plus vite possible. Donc au final, les spectateurs étaient à un endroit, ils voyaient les voitures passer une seule fois, et puis après, plus rien. Fischer propose de construire une piste circulaire de 5 à 8 km de long et une largeur comprise entre 30 et 45 mètres. Pour une piste, c'est très très grand et très très large. Sur une telle piste, les grands constructeurs auraient l'occasion de tester leur voiture à des vitesses soutenues. Les pilotes auraient, eux, l'opportunité de repousser leurs propres limites, et avec des vitesses allant à l'époque, des estimations pouvant aller jusqu'à 190 km/h. Pour début des années 1900, 190 km/h, c'est énorme, alors qu'aujourd'hui, c'est plus grand-chose, on va dire, pour les voitures de course. En 1907, il visite les installations du circuit de Brooklands, en périphérie de Londres. Il s'agit du tout premier lieu consacré au sport automobile construit spécialement à cet effet. Un anneau justement pour que les voitures aillent le plus vite possible. Son attention est particulièrement attirée sur les virages en banking. Donc quand on parle d'un banking, on parle d'un virage avec un virage relevé. Donc en gros, le fait que le virage soit penché, ça va compenser la force centrifuge dans le virage. Donc les voitures peuvent aller très vite. Donc c'est le but du banking. C'est en fait le but même d'un anneau, c'est d'avoir des virages en banking. Donc en fait de faire des tours le plus rapidement possible. Parce que s'il n'y avait pas de banking, les voitures de fait devaient ralentir dans les virages pour pouvoir le passer. En l'occurrence, le banking compense cet effet. Cette configuration du circuit de Brooklands renforce sa détermination à construire le Speedway, le circuit d'Indianapolis. Convaincu par son idée, Fischer alors commence à chercher un terrain dans la région d'Indianapolis pour construire le circuit. Il s'intéresse à des terres agricoles de 132,7 hectares, donc 328 acres, c'est pour l'unité américaine, à environ 8 km d'Indianapolis. Ça faisait 5 miles à l'époque. Parce que oui, aux États-Unis, pour les courses automobiles, on parle souvent en miles, pour les distances en général d'ailleurs. En décembre 1908, il convainc d'autres hommes d'affaires et ingénieurs d'acquérir conjointement ce terrain au prix de 72 000 $. Pour un circuit qui aujourd'hui ramène énormément de monde, au final, le terrain, il a coûté très peu. Et ensemble, ils fondent le 20 mars 1909 l'Indianapolis Motor Speedway Company. D'ailleurs, l'Indianapolis Motor Speedway, c'est toujours le nom à l'heure actuelle du circuit. La construction du circuit commence en mars 1909.
Fischer réduit rapidement les dimensions de la piste qu'il avait prévue pour aboutir à une piste ovale de forme rectangulaire, donc comme on a vu tout à l'heure, la forme rectangulaire du circuit, d'une longueur de 2,5 miles, donc ça fait 4,02 km. Oui, 4,02 km, pardon. Et ces dimensions demeurent inchangées depuis sa création. Donc le revêtement de la piste est composé de 5 cm de gravier, 5 cm de calcaire recouvert d'une mixture composée d'huile et de goudron, le tout recouvert par des pierres concassées. Donc on peut voir ici une image. Donc en l'occurrence, cette image, elle est sortie dans le domaine public. Donc voilà, donc on voit ces virages en banking, donc qui sont en biais, donc justement pour que les voitures les prennent le plus rapidement possible. On peut avoir des circuits où les virages peuvent être relevés par exemple jusqu'à 24 degrés, ce qui est beaucoup, on va dire. Donc avec des grandes vitesses, les pilotes peuvent se prendre beaucoup de force latérale, parce qu'ils ils peuvent prendre des virages à 330, 340, 350 km/h. Donc, alors lors des premières courses, donc à partir d'août 1909, plusieurs accidents sont intervenus compte tenu de la piste constituée de gravier et de goudron, donc qui se délita, donc ça a fait des nids de poules, si on peut appeler ça un bitume, le revêtement s'est détaché, s'est enlevé. Donc il y a eu des terribles accidents, et de nombreux blessés et décès parmi les pilotes et les spectateurs. Donc ces accidents conduirent l'AAA, donc l'American Automobile Association, à boycotter tous les événements à venir sur l'anneau de vitesse jusqu'à ce que des améliorations significatives pour la sécurité soient adoptées. Donc les responsables du circuit répondirent aux problèmes de sécurité en pavant le circuit dès l'automne 1909 et en seulement 63 jours avec 3,2 millions de briques, d'où le surnom du circuit, The Brickyard, donc la briqueterie en français. Donc voilà, sur cette image, on peut voir toutes les briques qui vont être installées. Et sur celle-ci, le circuit avec des briques. Donc c'était assez original parce qu'il n'y avait pas beaucoup de circuits avec ce type de revêtement. Alors on va pas dire que c'est le meilleur parce que je veux dire des briques comme ça, il y a toujours un petit espace entre chaque brique, il y a toujours un petit comment on peut appeler ça? Le joint, il est jamais au même niveau, donc ça peut faire vibrer les voitures, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc la première course sur 500 miles, donc ça fait un peu plus de 800 km, se déroule le 30 mai 1901 et attirant environ 80 000 téléspectateurs, alors qu'au début, sur les premières courses, on avait 12 000 spectateurs environ. Donc c'est Haroun, si je prononce bien son nom, qui gagne cette course à la vitesse moyenne de 120 km/h, donc ce qui est très peu par rapport à aujourd'hui, mais bon, on peut le comprendre parce que ça remonte au début du siècle dernier, quoi. Donc c'est notamment à cette course d'ailleurs qu'on vit apparaître la première voiture de course équipée d'un rétroviseur. Donc ici on peut voir la voiture. Donc c'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça se voit, c'est assez entre guillemets on dirait que c'est assez rustique, ça l'est d'ailleurs. Les pilotes sont pas protégés. Alors bien que les vitesses soient beaucoup moins élevées, les pilotes sont pas protégés. Je veux dire là, le pilote fait un tonneau pardon, il y a rien qui le protège. Je veux dire, c'est sa tête qui prend. C'est soit, voilà, je vais éviter les détails, mais bon. Et on peut voir en fait au-dessus du volant, donc il y a une sorte de cube de pavé, on peut dire ça comme ça, retenu par 4 tiges en métal, et c'était ça le rétroviseur. Donc en gros, c'était un rétroviseur qui était central, c'était pas très pratique parce qu'au final ça cachait un peu la vision et puis surtout le rétroviseur pointait un peu sur son ventre, donc il pouvait pas voir. Mais c'était la première voiture en l'occurrence à avoir ce type de rétroviseur. Alors que maintenant en fait on a des rétroviseurs beaucoup plus comment on peut dire ça? Ergonomiques on va dire. Comme des voitures, en gros, c'est deux rétroviseurs sur le côté, et puis au moins d'un coup de tête en le tournant, et le pilote voit les pilotes qui arrivent. Mais d'ailleurs, on pourra en reparler ça après, parce que c'est très spécial les courses sur anneau, et voilà, c'est assez en IndyCar, quelque chose qui est assez spécial. Donc, dès 1913, cette épreuve est devenue complètement incontournable, et c'est jusqu'à aujourd'hui pour les constructeurs
Heu et même jusqu'à aujourd'hui, pardon, pour les constructeurs pour y affirmer leur puissance et malgré les crises de 1929 et 1987 et les 2 guerres mondiales, l'événement a toujours eu lieu, hormis bien sûr, 1917, 1918 et de 42 à 45 à cause justement des 2 guerres mondiales. Mais en gros, l'événement a, a pérenné durant les années jusqu'à aujourd'hui et en octobre 1961, le circuit est asphalté, donc goudron cette fois-ci, une vraie piste de vitesse, pour ne laisser apparaître qu'1 yard, devant la ligne d'arrivée, donc 1 yard c'est un peu moins d'1 mètre, nommé le Brick of Yard. Donc on peut le voir ici. Donc pour ceux qui suivent un peu, qui suivent un peu le sport automobile, vous avez en principe entendu parler de ça. C'est, en gros les voitures à chaque tour, elles passent sur ce, yard of brick, en gros, ce yard de briques, qui est, des briques d'origine, je tiens à préciser. Voilà. Ils ont, enlevé tout le reste des briques, ils ont posé l'asphalte et puis ils ont juste laissé ça. Donc, maintenant, donc, l'histoire de l'IndyCar. Donc, le nom IndyCar, donc, fait référence bien sûr aux 500 miles d'Indianapolis, donc IndyCar, tout ça. Ainsi, au long du XXe siècle, c'est sous le terme IndyCar qu'ont été officieusement dénommés les championnats nationaux, AAA ou AAA, comme vous voulez l'appeler, USAC, kart, attention à pas confondre kart, karting et puis kart, comme il donc C-A-R-T, Champ Car et IndyCar Series ainsi que les monoplaces qui, y participent, hein. Donc en gros, on nomme IndyCar, les compétitions et les monoplaces, hem, courant sur ces championnats. Donc, de 1911, donc 1911, je prends la date du premier Indy 500, jusqu'à 1956, c'est l'American Automobile Association qui s'occupe de ce championnat. Après, c'est l'USAC, donc United States Auto Club, qui s'occupe de gérer le championnat. En fait, on peut même parler de championnat USAC et de championnat AAA. Ensuite, de 79 à 2003, c'est le kart, donc Championship Auto Racing Teams, jusqu'en 2003. De 2004 jusqu'à 2007, c'est le Champ Car World Series. Et après, il y a le IRL IndyCar Series de 96 à aujourd'hui. Alors pourquoi il y a plusieurs compétitions qui se chevauchent? Et ben justement, c'est ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter maintenant. Alors la création, du kart plus, du Champ Car en gros, remonte à l'année 1979 pardon, donc en l'occurrence le début du kart. Jusqu'à cette date, le championnat majeur de monoplace américain était organisé par l'USAC, donc comme j'ai dit précédemment, qui lui-même avait succédé à l'AAA. Cependant, dès 1978, des profondes divergences font leur apparition entre l'USAC et les principales écuries engagées. Ces dernières décident alors de créer leur propre championnat, le kart. Et en 1979, 2 championnats vont être ainsi organisés en parallèle, le kart et l'USAC. Mais le kart s'impose facilement et devient, à partir de 1980, l'unique championnat de monoplace de référence aux États-Unis. Le kart va ainsi prospérer pendant près de 15 années, en référence aux 500 miles d'Indianapolis, l'épreuve phare de la saison qui rejoint le kart en 1983. Les voitures du kart sont alors communément déléguées sous l'appellation IndyCar. Et le nom officiel du championnat sera même un temps, à partir de 1992, le kart PPG IndyCar World Series, donc PPG qui est une entreprise de produits chimiques. Alors parce que oui, c'est, comment ça s'appelle? C'est, compétition, aux États-Unis, notamment l'IndyCar, il y a un sponsor, majeur il y a un sponsor majeur régulièrement qui va mettre le nom de sa marque dans le nom de la compétition. À l'âge d'or du kart arrive à son terme en 96, lorsque les organisateurs de l'Indianapolis 500 décident de retirer leur épreuve du kart et de créer leur propre championnat, l'IRL IndyCar Series. Même si dans un premier temps, cette décision apparaît sans conséquence pour le kart, le championnat va progressivement s'affaiblir avec le départ de plusieurs écuries pour l'IndyCar. Donc par exemple, Ganassi, donc Chip Ganassi Racing.
Et donc pardon, c'est le nom aujourd'hui ça, Penske, Cool Green et cetera. Le kart ira même jusqu'à faire banqueroute, à l'issue de la saison 2003. Il est alors racheté par des propriétaires d'écuries qui le renomment officiellement, Champ Car World Series. Donc c'est pour ça en fait qu'on a 2 championnats qui se chevauchent. Et le Champ Car World Series, c'est une compétition uniquement gagnée par Sébastien Bourdet, donc le Français. Il a gagné les 4 années de suite. Et comment ça s'appelle? Le 22 février 2008, c'est les responsables du Champ Car World Series annoncent la disparition du championnat. Les dernières écuries restantes rejoignent alors l'IndyCar Series. Et quand je parlais tout à l'heure comment ça s'appelle? Des sponsors, par exemple, l'IndyCar Series, ça a été sous le nom de Izod IndyCar Series. Donc Izod, c'est une entreprise de vêtements, je crois. Verizon IndyCar Series en 2014, si je me trompe. 2017? Oh, je sais plus. 2017, je crois bien. Donc qui est un des opérateurs majoritaires aux États-Unis, ou même NTT IndyCar Series, qui est une entreprise de statistiques. Donc en l'occurrence, c'est eux qui font les statistiques pour le championnat. Donc ensuite, on va voir les généralités pardon, de la discipline. Donc on va voir les courses et la réglementation actuelle. Donc les courses, donc il y a plusieurs types de circuits. Donc il y a les circuits urbains, aéroports, routiers et ovales. Donc même si les circuits urbains et aéroports peuvent être liés, on va le voir. Ensuite, on a les circuits ovales. Donc les circuits ovales, c'est des types de circuits qu'on ne connaît pas avec par exemple les compétitions de Formule 1 qu'on a en Europe. Donc c'est voilà, c'est quelque chose vraiment un type de circuit qui est vraiment à part. Et ces types circuits ovales sont répartis en plusieurs catégories, donc les short track, les speedway et les super speedway, donc on va voir ça également. Et les formats de course sont similaires entre elles, donc on a les essais, les qualifications, donc les pôles, et les courses. Mais après, celles-ci peuvent être agencées différemment, donc on peut avoir 1, 2 ou 3 séances d'essais, on peut avoir une pôle, comment ça s'appelle, un type de pôle différent, donc par exemple 3 qualifications à la suite, non pardon, 3 séances de qualification avec par exemple type Formule 1, Q1, Q2, Q3. On peut avoir juste un essai par 2 tours, par exemple 2 tours rapides par personne. On peut avoir 10 minutes où tout le monde va faire le maximum de tours pour avoir le meilleur temps, etc. Et puis après la course, donc course qui va être elle, c'est toujours un départ lancé. Donc en gros les voitures font quelques tours, ça peut être un, ça peut être plusieurs. Derrière la Pescar, donc c'est l'équivalent des safety cars, donc la voiture qui encadre le peloton en cas d'accident ou en cas de tour de formation. La Pescar rentre, le drapeau vert sort et puis les voitures partent, donc accélèrent. Donc en gros, il n'y a pas de départ arrêté, les voitures ne s'immobilisent pas sur la grille pour attendre ne s'immobilisent pas pour attendre comment on peut appeler ça, un signal pour partir. Là, en fait, ils attendent le drapeau vert et ils partent. Donc, pour commencer, donc on a les circuits urbains ou aéroports. Donc très simplement, les circuits urbains, c'est des circuits qui sont temporaires, qui sont installés dans les villes. Donc, en l'occurrence, là, en image, on a à gauche le circuit de Saint-Pétersbourg. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la ville de Tom Sawyer, hein. À pas confondre avec la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Donc c'est un circuit de 2,9 km et les voitures mettent, comment ça s'appelle? Mettent, en gros, le record de la piste, il est de 1:00 0,476 minutes, si vous avez compris. Donc c'est très proche des 1 minute. Et là, on peut considérer, alors ça n'a pas vraiment ce nom-là, mais moi je le considère comme ça. Je considère ça comme un circuit urbain aéroport, parce qu'en gros, on le voit il y a la ligne droite en bas, donc avec la ligne d'arrivée, la ligne très large, en fait, c'est l'aéroport de la ville. Donc en gros, les, euh, les voitures roulent sur l'aéroport. D'ailleurs, on le voit, c'est assez bosselé, d'où parce que justement, c'est une piste d'aéroport. Et à gauche, on voit le circuit de Long Beach, donc qui a été d'ailleurs, pour ceux qui suivent la Formule 1, qui a été circuit de Formule 1 pendant pas quelques années, je ne sais plus quelle année, dans les années 80, je crois. C'est un circuit aussi de 3 km 167 et le tour est fait en 1 minute 6 et 888 millièmes. Donc lui, il a été fait, ce meilleur tour a été fait par
Sébastien Bourdet en 2006, si je me trompe pas. Donc voilà, ça on se rapproche un peu des, comment ça s'appelle? Des circuits, urbains en Formule 1. Donc c'est des circuits temporaires qu'on installe dans les villes. On installe des tribunes et tout ça et voilà. Donc en gros, c'est souvent des beaux paysages parce qu'en fait, on a les caméras qui les voitures qui roulent en plein dans la ville. Ensuite, on a les circuits routiers. Donc, c'est, des circuits sur le même principe que, comment ça s'appelle? Que les circuits urbains, donc avec virages, ligne droite, tout ça. Sauf que c'est sur des circuits, faits uniquement pour la course automobile. Donc, à droite, il y a le, circuit, routier, infield, on va dire, au circuit d'Indianapolis. Donc en fait, les ovales aux États-Unis, en général, ont plusieurs configurations. Donc, en l'occurrence, là, on peut avoir la configuration intérieure avec, pour l'IndyCar. Donc ce circuit, il fait, 3 km 925 et voilà, 3 km 925, pardon. Et à droite, pardon, on a le circuit du COTA, donc circuit de Formule 1 aussi, du Grand Prix des États-Unis, qui lui fait 5 km 513 et le tour est fait en 1 minute 48 secondes et 895 millième, pardon, par, Herta en 2019. Donc ensuite, on a les, short track. Donc, ici, on peut voir le circuit de Iowa, l'Iowa, l'Iowa, pardon. Donc, les short track, c'est des circuits de moins d'1 miles, donc 1,6 km. Donc, c'est un ovale, il roule très vite dessus. Donc, par exemple, hein, le circuit, il fait 1 km 4, ils font un tour le record du tour est en 17 secondes et 22 centièmes, donc plus précisément, 2283 10 millièmes. Et ils ont, un châssis, aérodynamique particulier, mais ça on le verra après. Donc on peut voir d'ailleurs à l'intérieur qu'il y a d'autres configurations de circuits qui peuvent être utilisés pour d'autres compétitions, par exemple. Mais en gros, en IndyCar, le circuit, c'est l'extérieur qui est utilisé. Ensuite, on a les, speedway. Donc, c'est des circuits entre 1,6 et 3,2 km, donc 2 miles en gros, entre 1 et 2, entre 1 et 2 miles, pardon. Donc là, en l'occurrence, pardon. Hop. Donc, là, on a le Texas Motor Speedway, donc c'est un type, quad ovale, donc quadri-ovale. Sa longueur est de 1,5 miles et donc 2,4 km. Et le record est en 22 secondes et 542 millièmes. Ça fait une vitesse moyenne de 896 km/h, donc je vous laisse imaginer les vitesses qu'ils peuvent prendre dedans. Et je vous avais parlé tout à l'heure des bankings qui pouvaient monter, qui pouvaient être très inclinés. Donc là, en l'occurrence, c'est quand je parlais de 24 degrés, c'est ici. Donc on a des bankings à 20 et 24 degrés. Et c'est un circuit qui est donc très relevé et les forces de G latérales, donc avec la force centrifuge, sont très importantes. Donc les pilotes sont obligés de mettre des petites cales pour pas que la tête parte, parce que sinon on les verrait avec les têtes, on les verrait avec des coups, avec plein de torticolis après, même des très grosses douleurs au cou, et avec une tête qui partirait complètement sur la droite. Pardon. Hop. Et donc le record a été fait par Paul Tracy en 2001. Et ensuite, on a les super speedway. Donc, c'est des circuits de plus de 2 miles. Donc là, en l'occurrence, j'en ai mis un qui est assez particulier parce que c'est un tri-ovale irrégulier. Donc en fait, on peut avoir des tri-ovales comme celui de Daytona qui est régulier, donc symétrique. Et là, on est en tri-ovale irrégulier, donc asymétrique. Donc c'est le circuit de Pocono, donc qui est assez maudit dans la discipline, on va dire, parce que il y a tous les ans quasiment, il y a des très graves accidents. Donc en 2019, il y a Félix Rosenqvist, donc qui est un pilote suédois qui est parti à l'hôpital. 2018, par exemple, on a eu Robert Wickens qui a perdu l'usage de ses jambes. Il est toujours en convalescence d'ailleurs. Actuellement, en 2015, il y a eu un décès, donc je vous laisse imaginer la chose. Donc c'est un circuit qui est assez connu, mais assez triste par la même occasion. Et le record de la piste a été fait en 360,285 km/h en 2014 par Montoya.
Donc si je parle beaucoup de vitesse, c'est que sur les, ovales comme ça, les temps sont calculés en vitesse moyenne et pas en kilomètres/heure. Donc ensuite, pour la réglementation actuelle, donc on verra, moteur et transmission, châssis, aérodynamisme, roues, freins, suspension, le carburant et les dimensions et les masses. Donc pour commencer, comment ça s'appelle? Les IndyCars sont des, monoplaces, donc voitures à une seule place, monoplace, hein, qui sont, très performantes. Alors c'est une, moins performante que les, Formule 1, mais quand même, peuvent atteindre, très rapidement des grosses vitesses. Donc pour le moteur et la transmission, donc pour l'ensemble de la grille et du peloton, de la grille, vous appelez ça comme vous voulez, on a 2 motoristes, donc Honda et Chevrolet, qui sont 2 marques de voitures, connues et reconnues et reconnues, hein. On peut en voir un à l'image là. Les, moteurs, c'est des V6, twin turbo, c'est, un petit turbo et puis un gros turbo, c'est les pièces qu'on voit avec les hélices, en bas à gauche et à droite. On voit un trou en gros et puis une petite hélice, donc ça permet d'apporter de le plus d'air dans les cylindres et du coup d'avoir un mélange plus riche et un moteur plus puissant, tout ça. C'est un moteur, parce qu'on pas classique, on va pas dire classique, parce que c'est des moteurs avec des très grosses performances, mais c'est un moteur qui se base sur une architecture classique en gros, donc avec, comment ça s'appelle, des soupapes et tout ça. Il est en position, longitudinale centrale arrière, donc c'est-à-dire qu'il est en long et à l'arrière de la voiture, donc derrière le pilote. Et il peut atteindre des puissances de entre, 575 chevaux sur les super speedway et les speedway, donc les circuits que j'ai cités tout à l'heure. 625 chevaux sur les ovales d'1,5 mile et 675 chevaux plus les 65 chevaux de push to pass, sur ovale court et urbain. Donc en gros, le push to pass, c'est un mode où ça rajoute 60 chevaux sur le moteur, ce qui permet de dépasser en gros. Et on a disponible 200 secondes sur tout un Grand Prix. Donc en fait, on a 200 secondes de push to pass réparties par, comment ça s'appelle? Par, mince, comment je peux dire ça? Par, section de 10 secondes. Donc en gros, il appuie sur un bouton. Un pilote peut utiliser au maximum 10 secondes de push to pass et ça, sur 200 secondes sur tout le Grand Prix. Donc il peut utiliser moins, par exemple. Donc s'il veut utiliser, 2 secondes de push to pass, il peut. Mais il peut utiliser au max en une seule fois 10 secondes. Donc ensuite, la boîte de vitesse, donc on peut en voir une à l'image, donc c'est des boîtes, séquentielles, semi-automatiques électroniques. Donc c'est-à-dire que, la commande est faite au volant, donc avec des palettes, et sans actionner l'embrayage, donc tout est fait automatiquement. Donc elle est de marque, X-Track, donc c'est une marque, aussi reconnue de boîte de vitesse. Et d'ailleurs, c'est la même pour tout le monde. Contrairement au moteur où il y a le choix de 2 moteurs, bah là, la boîte de vitesse, c'est partout, c'est tout le monde la même. Et c'est une boîte 6 rapports avec une, comment ça s'appelle? Une marche arrière. Et l'embrayage, bah, c'est pareil, hein, c'est sportif, c'est, 3 dis c'est, des embrayages Brembo avec 3 disques en carbone. Donc ensuite, le châssis et l'aérodynamisme. Donc actuellement et depuis 2012, on est sur un châssis, conçu par Dallara. Donc en gros, le châssis est le même pour tout le monde et Dallara du coup est une marque italienne qui fournit le châssis depuis, 2012, donc parce qu'avant il y avait d'autres constructeurs. Donc on est sur le DW12, donc DW pour, Dan Weldon, donc qui est un pilote qui est malheureusement décédé en 2011 et donc pour lui rendre hommage et en plus parce qu'il avait essayé le nouveau châssis, on lui a, on l'a nommé DW12 alors que d'habitude il s'appelle IR pour, heu, d'habitude oui, le châssis s'appellerait IR, mais en l'occurrence là, on l'a dénommé, DW. Donc il y a eu, 3 générations de ce châssis, la version 1, donc qui a fait 2012 à 2014, donc on peut voir, à l'image là. La génération 2 qui a été fait de 2015 à 2017, donc qui est personnellement ma préférée. Et la 3e génération depuis 2018 avec une petite nouveauté, c'est que, comment ça s'appelle? Le paquet aérodynamique, donc le package, on peut lui dire ça, aérodynamique, est le même pour tout le monde et il est nommé, IR18. Avant, en fait, on avait le choix un peu des appendices aérodynamiques, donc aileron, spoiler arrière, tout ça qu'on pouvait avoir. Alors que là, maintenant, en fait, c'est le même pour tout le monde. On a le droit à des réglages différents, mais c'est le même. Donc, on est fan, on n'est pas fan, ça dépend. Il y en a, ils disent que ça fait des courses un peu moins impressionnantes, mais bon.
Ça dépend des gens. Pour, l'appui aérodynamique, on est sur quasiment 2 tonnes d'appui aérodynamique, sur des grosses vitesses et la structure donc, pareil, pour des, voitures de ce type-là, on est sur de la monocoque moulée pardon, en fibre de carbone, donc ça permet d'avoir un revêtement très lisse, donc pour, meilleur flux d'air, très léger et puis très résistant aussi, parce que la fibre de carbone avant de la casser, il faut y aller, hein. On a l'impression en fait que ça va se tordre, mais, c'est très compliqué à casser. Et depuis 2020, depuis cette année, il y a eu l'implémentation comment ça s'appelle? De l'aéroscreen, donc c'est le pare-brise qu'on voit là. Comment on peut dire ça? C'est une protection, supplémentaire pour la tête du pilote. Donc c'est un peu à l'image du halo en Formule 1, sauf que là, en fait, c'est complet, c'est pare-brise y compris. Donc ça permet d'éviter, par exemple, le halo, s'il y a une petite pièce de la voiture devant qui part, bah, le halo, on n'est pas sûr qu'elle puisse l'arrêter. Alors que là, au moins, le pare-brise, ça va faire dévier la la pièce, en gros. Donc pareil, on n'aime pas, libre à chacun de donner son avis. Cependant, c'est une partie de sécurité non négligeable qui aurait pu certainement éviter, des victimes, voilà. Par exemple, en 2019, au circuit de Pocono, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu un gros accident. Il y a, Alexander Rossi, je crois, si je me trompe pas, qui était, à 2 doigts de se prendre, la partie avant, donc la pointe dans le casque. Et je veux dire, c'est que si la voiture, elle aurait été décalée allez, de quelques centimètres, il se la serait pris dans le casque. Alors qu'avec l'aéroscreen, on n'aurait pas eu ça. Et ensuite, on peut voir qu'on a 3 packages entre guillemets, aérodynamiques différents. Bah oui, parce que comme les vitesses sont, pas du tout les mêmes et les types de circuits pas du tout les mêmes non plus, bah, on va pas utiliser le même type d'aileron. Donc, en haut à gauche, on a, le package, routier et urbain. Donc ça, c'est pour des circuits qui sont, avec beaucoup de virages, donc il faut un maximum d'appui aérodynamique pour prendre ces virages le plus vite possible. Donc on peut voir qu'on a un gros aileron arrière et un aileron avant avec, 3 ailettes. Ensuite, à droite, en haut à droite, on a le package short track, donc qui lui est pour les anneaux plus petits, donc l'anneau de Getaway ou de l'Iowa par exemple. Donc en fait, on se retrouve avec plus que 2 ailettes à l'avant et puis un aileron plus petit à l'arrière. Donc ça permet d'avoir moins d'appui aérodynamique parce que justement on en a moins parce qu'on est sur des virages avec banking. Cependant, il en faut un petit peu parce que les virages sont pas très relevés non plus, donc on peut pas le prendre à fond. Donc il faut un peu d'aérodynamique pour, pouvoir, conserver quand même pas mal de vitesse. Mais ce package est bien sûr plus rapide que celui pour les routiers, mais moins rapide que celui qu'on va voir maintenant, donc celui en bas, qui est le package, Super Speedway. Donc lui, c'est un minimum de traînée aérodynamique. Donc qui dit en fait, on va avoir moins d'appui aérodynamique, donc moins de traînée. Donc comment ça s'appelle? Une vitesse bien plus importante. Limite, en fait, les ailerons sont braqués au lieu d'être braqués vers le haut comme les ailettes, on peut voir sur les 2 autres images, les ailerons sont braqués quasiment vers le bas. Donc en fait, ça permet à l'air de soulever un peu la voiture et donc de la faire, peser le moins possible. Donc en fait, d'avoir la voiture la plus légère possible, donc le moteur le plus, de fait efficient possible et d'atteindre les plus grosses vitesses possibles. Par contre, ces voitures-là, sur routier, elles iraient bien moins vite parce qu'elles ont beaucoup moins d'appui aérodynamique pour prendre les virages. C'est le principe même de l'appui aérodynamique, c'est que la voiture soit collée au sol au virage et donc de les prendre les plus rapidement possible. Ensuite, les pneus, donc un peu comme dans tous les sports, mécaniques, on a plusieurs types de pneus. Donc le premier, le plus à gauche, c'est le médium, en gros, on peut dire ça comme ça, c'est le balancé, médium, appelez-le comme vous voulez. Donc c'est un mix entre tendreté de pneus et solidité. Donc c'est un pneu qui est moyen partout. Le pneu au milieu, c'est le pneu soft, donc c'est un pneu qui est beaucoup plus tendre, donc beaucoup plus rapide sur le tour parce qu'il a plus de grip mécanique avec le pneu, mais il est moins dur, il est plus tendre, pardon. Donc une durée de vie moins importante. Donc, en général, quand les 2 pneus fonctionnent normalement, le nombre de tours que peut faire le pneu médium
est de fait plus important que le nombre de tours que peut faire le pneu, soft. Et tout à droite, on a le pneu à flanc gris, à bande grise, oui, et c'est le pneu pluie. Donc sur circuit routier, donc bien sûr sur circuit ovale, avec les grandes vitesses, les bankings et tout ça, les courses sous pluie sont impossibles. Parce que je vous raconterai pas les accidents qu'on pourrait avoir si une voiture perdait l'arrière ou perdait l'avant, comme il arrive en général même sur routier avec de la pluie. Donc là, en l'occurrence, on a que des routes, des routes, des, avec la pluie, pardon. On peut avoir que des courses sur circuit routier et on utilise ces pneus donc à rainure, donc qui permettent d'évacuer l'eau. Parce qu'avec des pneus lisses, bien sûr, aquaplaning, tout ça, l'eau ne peut pas être évacuée, donc au final, on n'a aucune adhérence et puis on perd complètement la voiture. Et donc pardon, les pneus font, à l'avant, peuvent faire jusqu'à 25. Heu, En fait, la taille des pneus font entre 25 et 27,5 pouces et à 35 livres par heu, livres par PSI du coup l'unité de pression. Donc l'unité c'est livres par oui par pouce carré, voilà. On aime les Américains et puis leurs unités, hein. Et les jantes sont fournies par OZ Racing et BBS, qui sont aussi des fournisseurs pour la Formule 1, des fournisseurs de jantes pour le sport, des jantes en magnésium qui sont très résistantes, super légères. Ensuite, pour les freins, donc pareil que la Formule 1, on est sur des gros disques en carbone. Donc c'est des freinages qui sont très efficients, très performants. On a des gros étriers. Donc on a des étriers 4 pistons sur les circuits ovales et puis 6 pistons sur les routiers. Donc ça se comprend parce que sur les circuits ovales, en général, on a beaucoup moins besoin de freiner parce qu'en fait, on est tout le temps à fond. On fait des tours, des tours, des tours le plus rapidement possible sans freiner. Alors que les circuits routiers, on freine en fait à chaque virage. Donc faut freiner le plus vite possible et le plus loin possible pour gagner le plus de temps. Donc faut avoir des freins très performants parce que c'est sûr que si on freine 500 mètres avant le virage, on va perdre beaucoup de temps. Alors que si on freine genre 100 mètres avant le virage, on va pouvoir perdre la vitesse le plus loin possible, prendre le virage le plus entre guillemets «plus vite» possible et puis très vite reprendre son accélération. Donc il faut avoir le freinage le plus efficient possible. D'où les disques en carbone. Donc en général, les disques en carbone, c'est des disques qui sont chauffés à très haute température pendant très longtemps, c'est-à-dire je crois 1200 degrés pendant 3 mois. Donc c'est très, très long. C'est un processus qui est extrêmement coûteux d'ailleurs, c'est pour ça que ces disques sont hors de prix. Ils sont bien sûr refroidis par des écopes de frein et ils ont une température d'exploitation très importante. Donc en fait, on peut les utiliser de 350 degrés jusqu'à 1000 degrés. Contrairement à des freins en acier classique qu'on a sur les voitures, où là, leur température de fonctionnement dépasse rarement les 500 degrés, quoi. C'est pour ça qu'on vous demande, par exemple, dans un col de pas utiliser le frein tout le temps, parce qu'on a vite fait d'arriver en bas avec les freins tout rouges et puis qui freinent plus. Et les étriers du coup et les disques sont fournis par PFC pardon, qui est une marque de freins. Ensuite, le carburant, donc comment ça s'appelle? Les IndyCar roulent à l'éthanol, donc le 85, donc 85 d'éthanol, donc molécule, hein, que j'affiche et 15 d'essence, donc d'essence, avec des additifs et autres et compagnie, donc additifs qui sont fournis par des lobbies du pétrole et qui en général, c'est les sponsors des écuries. Donc on peut avoir Total, on peut avoir Shell par exemple et cetera. Donc voilà, donc c'est un carburant qui est très efficient, fait pour la compétition. Donc en fait, on ne trouvera pas ce type de carburant à la pompe, hein. Et ensuite pour les suspensions, on a quelque chose de commun aux monoplaces. Donc on a des doubles triangles, des barres anti-roulis, des troisièmes ressorts, des tiges de poussée, et cetera. Ensuite, pour les dimensions et les masses, on est du coup pardon, avant j'avais oublié de dire un truc, c'est que pour le carburant, les réservoirs, ils ont 70 litres. Donc les rechargements font partie les ravitaillements pardon, font partie de la stratégie de course et de la course. Donc en gros, heu
Les courses d'ailleurs sont extrêmement longues. Sur ovale, on a des courses sur 800 kilomètres, donc on est obligé de recharger. Donc, plusieurs fois dans la course, le pilote va passer avec sa voiture, au stand. Ils vont changer les pneus et puis ils vont pouvoir recharger. Donc en gros, ils s'amènent avec un pistolet qu'ils vont charger. Ils vont mettre ça on s'appelle dans l'entrée de réservoir et ils vont charger le réservoir de 70 litres. Bah, selon les stratégies, ça peut être 70 litres, ça peut être moins. Et la voiture repart avec son plein jusqu'au prochain plein où il va s'arrêter, etc. Et du coup, les injecteurs sont à 300 bars dans le moteur, donc ce qui est très important. Donc ensuite, les dimensions. Donc on est entre 5012 et 5123 mm de longueur, donc 5 mètres. On est entre 1918 et 1943 mm de largeur, donc c'est 1,9 m. Et on est sur 1016 mm de haut. Donc ça, la hauteur ne change pas en fonction du circuit. Et pour le poids, bah on est à 748 kg pour les ovales, les speedway et les super speedway, et les ovales de 1 mile ce 5. Donc ce qui se comprend d'ailleurs parce qu'on va essayer de faire la voiture la plus légère possible pour rouler le plus vite possible. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a pas mal de masses qui sont perdues au niveau du package aérodynamique parce qu'il y a beaucoup moins de les ailerons sont beaucoup moins gros. On est à 762 kg pour les ovales courts et on est à 767 kg pour les circuits urbains et routiers. Donc, entendons-nous, c'est assez léger, quoi. Je veux dire, c'est pas très lourd pour des voitures. D'où l'intérêt du carbone, des matériaux qui sont légers, etc. Donc maintenant, on va parler du déroulement de l'Indy 500, parce que c'est une épreuve, une des plus grandes épreuves une des plus grandes épreuves, comment je peux dire, du sport automobile en général, toutes catégories confondues. Et donc cette course fait partie de la triple couronne. Donc la triple couronne, donc qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le fait qu'un pilote ait gagné dans sa carrière le Grand Prix de Monaco en Formule 1, les 24 heures du Mans en endurance et l'Indy 500 en IndyCar. Donc à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul pilote qui l'a eu, c'est Graham Hill. Et il y a à l'heure actuelle encore 2 pilotes qui pourraient être éligibles, à savoir Fernando Alonso, il lui manque encore l'Indy 500 à gagner, bien sûr, après 3 tentatives infructueuses, et Juan Pablo Montoya, où il lui manque les 24 heures du Mans. Donc, mais il roule aussi, puis il est bien parti pour le gagner, je pense, dans les années qui suivent, futures. Donc, en fait, l'Indy 500, comment ça se passe? Alors, l'Indy 500, c'est toujours la veille du Memorial Day aux États-Unis. C'est toujours le dernier. Alors, le Memorial Day, c'est toujours le dernier lundi de mai. Donc, l'Indy 500, c'est toujours le dimanche avant le dernier lundi de mai. Donc, il y a toujours 33 participants, quel que soit le nombre de personnes qui veulent y participer. C'est pour ça qu'on a plusieurs phases. Donc, début mai, on a le Rookie Orientation Program. Donc, c'est un programme où on va faire rouler les rookies, on appelle ça, donc les personnes qui n'ont jamais roulé à l'Indy 500. Donc, ça peut être des nouveaux pilotes, autant que ça peut être des grands champions en Formule 1, par exemple. Toutes les personnes qui n'ont jamais roulé sur ce circuit, ils font. Donc, en fait, on a plusieurs paliers de vitesse, le fait de rouler sur ce circuit avec les bankings, tout ça. Donc, c'est juste en fait un programme pour orienter et puis comment je peux dire ça? Aiguiller les rookies, comment procéder sur le circuit et voir s'ils sont capables de rouler correctement. Ensuite, on a le Grand Prix d'Indianapolis, donc qui est un Grand Prix qui se tient depuis 2014, qui est la semaine avant l'Indy 500. Qui est 3 semaines avant l'Indy 500. Cette année, c'était ça en l'occurrence. On a l'ouverture des essais le mardi suivant. Donc le mardi suivant, le Grand Prix d'Indianapolis, on a les essais qui commencent. Donc où là, les voitures vont commencer à faire des tours pour peaufiner les réglages, etc. On a de nouveau des essais le mercredi et le jeudi. Le vendredi, on a le Fast Friday. Donc c'est une ultime préparation avant les phases qualificatives. Le samedi, on a les qualifications, donc où tout le monde va tenter de se qualifier, quel que soit le nombre de participants. Donc quand je dis en fait 33 participants, c'est 33 participants à la course. Aux qualifications, on peut en avoir plus. C'est pour ça que le dimanche, on a d'une part le Fast 9, donc en fait,
Le samedi, durant les qualifications, les 9 meilleurs temps, donc les 9 plus rapides, vont s'affronter sur le Fast 9, d'où le 9, donc 9, où ils vont tenter de faire les temps les plus importants. Donc celui qui va faire, par exemple, le 9e temps en phase qualificative peut faire la pole le lendemain, c'est pas exclu. Et ensuite, on a le bump day, donc c'est la dernière ligne. Donc en fait, à l'Indy 500, il se classe par ligne de 3. Donc en fait, les 3 premiers sont sur la première ligne, les 4, 5, 6 sont sur la deuxième ligne, 7, 8, 9 sur la troisième ligne, etc. Donc ceux sur la dernière ligne, donc le 31e, 32e et 33e, et tous ceux qui sont derrière, donc 34e, etc., jusqu'au N-e participant, vont s'affronter dans ce qu'on appelle le Last Row Shootout. Donc c'est les qualifications pour la dernière ligne. Donc en fait, c'est les 3 plus rapides qui vont se qualifier pour la course et donc pour la dernière ligne. Et en l'occurrence, cette année, on n'a pas eu ça, parce que justement, il y a 33 participants qui ont participé cette année, donc on n'a pas eu le besoin d'en éliminer certains. Donc en fait, ça nous fait 11 lignes à l'Indy 500, donc il y a 11 lignes qui partent. Donc le premier de la ligne va partir à l'intérieur, le deuxième au milieu et le troisième à l'extérieur. Donc on parle inside, outside. Donc le jeudi suivant, on a le Carburation Day, donc c'est une phase d'essai, la dernière phase d'essai, où c'est un peu en mode relais. Donc en fait, on n'aura jamais des vitesses excessives, on aura des vitesses, on aura des essais type course. Donc en fait, les voitures vont se relayer, comment on peut dire ça? Vont faire des essais type course, en gros type relais course avec des pit stops, etc. Et ensuite, le dimanche, c'est le jour de la course. Donc comme c'est une véritable institution, cette course aux États-Unis, on a l'aviation qui fait des, comment ça s'appelle? Des spectacles dans les airs. On a le circuit, mais qui est rempli. Quand je dis rempli, c'est quasiment, on a plus de 300 000 personnes, hein. On a des concerts, on a des parades, on a l'habituel défilé des pilotes devant les spectateurs. En fait, les pilotes sont entre guillemets proches des spectateurs. Ils défilent, ils peuvent serrer des mains et tout ça. Bon, en l'occurrence, serrer des mains plus trop cette année, hein. Et ensuite, on a une personnalité chaque année avant, pardon, j'ai oublié, il y a toujours l'hymne national sur toutes les courses américaines. Il y a toujours un militaire ou une personne civile qui va chanter l'hymne national avec tout le monde avec la main sur le cœur. Et ensuite, on a la fameuse phrase, donc Gentlemen, start your engine. Donc c'est la fameuse phrase qui annonce aux pilotes de démarrer. Donc il y a plusieurs formules, donc gentlemen, ladies and gentlemen ou lady and gentlemen selon le nombre de femmes. En fait, ça n'a jamais été dans l'autre sens, genre ladies and gentlemen, parce que on s'est retrouvé avec plusieurs hommes et au maximum plusieurs femmes. On ne s'est jamais retrouvé avec que des femmes et un seul homme. Voilà. Et donc maintenant, on dit maintenant drivers start your engine. Donc en gros, ça inclut tout le monde, plus besoin de faire de distinction. Et ensuite, le vainqueur va recevoir le Borg Warner Trophy. Donc depuis 1936, chaque année, le vainqueur a sa tête qui est sculptée dans du métal et affichée sur cette statue. Donc en fait, je dis il reçoit, c'est il reçoit pour un an. Je veux dire, l'année suivante, c'est le nouveau vainqueur qui gagne. Et il reçoit la fameuse tradition de la bouteille de lait. Donc en gros, il se verse une bouteille de lait sur la tête. Donc ça a été comment ça s'appelle, un producteur de lait local qui a voulu faire un petit coup de pub et du coup qui a fourni une bouteille de lait. Et au fur et à mesure des années, ils ont demandé les bouteilles de lait. Puis la tradition s'est transmise jusqu'à Fittipaldi, qui s'est versé une bouteille de jus d'orange de son entreprise sur la tête, ce qui lui a valu complètement la risée des États-Unis, parce que faut pas toucher aux traditions américaines. Donc si les Américains étaient contents de, comment ça s'appelle, fans de la tradition de se verser la bouteille de lait sur la tête, et en l'occurrence, on casse cette tradition entre guillemets. Donc ensuite, les pilotes marquants. Donc là, je vais faire un peu un résumé des pilotes marquants de l'IndyCar. Donc de la compétition de l'IRL. Et voilà. Donc comment je peux
En fait, il y a tellement de pilotes au cours des années que, il y en aurait beaucoup trop à dire, parce que chaque pilote quasiment est marquant. Ben là, en gros, je vais dire les pilotes qui sont le plus marquants. Donc on a Scott Dixon, donc ce qui est le plus grand champion de l'IndyCar. Je parle bien de la compétition de l'IndyCar, pas de tous de la monoplace IndyCar en général, parce que sinon c'est AJ Foyt. Donc Scott Dixon qui est, tenant du titre, qui a gagné cette année, qui est quand même pas mal âgé, je crois qu'il va sur ses 40 ans et qui a quand même gagné 6 titres, oui 6 titres, et qui court pour l'écurie, Chip Ganassi Racing. Ensuite on a Joseph Newgarden, donc qui court pour, Penske et qui a gagné le titre en 2017 et 2019, donc qui a perdu le titre à quelques points cette année. On a Simon Pagenaud, donc qui est français, qui a gagné l'Indy 500 en 2019. C'est la première fois depuis 99 ans qu'on le gagne. Et il a été champion d'IndyCar en 2016 et qui court pour l'écurie Penske. Ensuite, on a Will Power, donc qui est un pilote assez irrégulier. Donc en gros, c'est un pilote qui, comment on peut dire ça, qui est extrêmement rapide sur des tours qualificatifs. Donc en gros, c'est le deuxième. Pour l'IndyCar elle-même, c'est le recordman de pole position et pour l'IndyCar en général, la monoplace, c'est le deuxième derrière Mario Andretti, je crois, au niveau des. Il a plus de 50 pole positions. Et en général, quand il fait des pole positions, il les fait de façon très très large. Il arrive à gagner des dixièmes et des dixièmes par tour. C'est assez indécent. Et il a été champion 2014 et il a gagné l'Indy 500 en 2018 et pardon, je reviens sur Scott Dixon, il a gagné l'Indy 500 en 2008. Ensuite, on a Ryan Hunter-Reay, donc qui lui est le champion d'IndyCar 2012 et vainqueur de l'Indy 500 en 2014. Et d'ailleurs, à cette Indy 500, on a eu une des arrivées les plus rapprochantes entre deux pilotes. Donc entre Castroneves et Hunter-Reay, ça s'est joué à quelques centièmes. Ensuite, on a Alexander Rossi, donc qui est le premier rookie depuis 2000, si je me trompe pas, 2000 depuis Montoya, à avoir gagné l'Indy 500 en 2016. Donc d'ailleurs, il l'a gagné de façon assez originale parce qu'en gros, il avait plus de carburant à la fin. Donc il avait tellement d'avance qu'il a pu comment ça s'appelle, passer la ligne, mais avec une vitesse très 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 réduite. Je crois qu'il l'a passé à 160 km/h, quelque chose comme ça. Ensuite, on a Takuma Sato, donc, qui n'a jamais gagné de championnat. D'ailleurs, Alexander Rossi n'a jamais gagné le championnat aussi, mais Takuma Sato ne l'a jamais gagné. Il a roulé en Formule 1 et il est le tenant du titre de l'Indy 500, donc il a gagné en 2017 et en 2020. Ensuite, on a Juan Pablo Montoya, donc, qui est un pilote assez connu parce qu'il a roulé en Formule 1. Il est champion de kart 1999, si je me souviens bien. Et a gagné l'Indy 500 en 2000 et en 2015. Après, en 2015, il a fait une magnifique course en partant 15e et en arrivant premier à la fin, en doublant 2 personnes dans les quelques derniers tours. Donc bien sûr, si vous voulez voir des courses, elles sont disponibles. Je pourrais vous passer quelques liens de courses assez notables, si on peut dire, dans le réaction en live. Ensuite, on a Helio Castroneves qui lui aussi n'a jamais gagné de championnat, mais qui a été triple vainqueur de l'Indy 500. Ensuite, on a Dario Franchitti, donc qui lui est un sacré pilote parce que il a gagné le championnat 4 fois et si je me trompe pas, il a gagné à de nombreuses reprises l'Indy 500, 2, 3 fois, même plus, je me souviens plus. En tout cas, il l'a gagné pas mal de fois. Attendez, je vais essayer de vous retrouver là. Bon, bref. Donc au moins 3 fois. Ensuite, on a Sam Ornish, donc qui a gagné plusieurs fois aussi le championnat. Donc il a gagné 3 fois en 2001, 2002 et 2006. On a Dan Weldon, donc qui a gagné le championnat en 2005, qui a gagné l'Indy 500 en 2005 et 2011, si je me trompe pas, et qui malheureusement est décédé au Grand Prix de Las Vegas, la course de Las Vegas en 2011, donc quelques courses après l'Indy 500. On a Tony Kanaan,
donc qui lui est champion 2004, si je me trompe pas. 2004 et vainqueur de l'India 13 et qui a le record du nombre de courses à la suite avec plus de 300 et qui a le record du nombre de courses en général. Il a 45 ans et il va courir encore l'année prochaine. Et c'est un pilote brésilien qui est très 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 attachant. Beaucoup de personnes l'apprécient. Et ensuite on a Kenny Brack, donc qui a aussi gagné, qui est suédois, qui a gagné le championnat en 98 et qui a gagné une fois l'Indy 500 et qui a le record, triste record, hein, qui a le record de la plus grosse décélération humaine. Donc l'accident, il a subi plus de 240 G, si je me trompe pas, au circuit du Texas. En gros, il a touché une roue, il s'est envolé, puis il a percuté de plein fouet un poteau, il a fait plusieurs tours sur lui-même. Et miraculeusement, il s'en est, pardon, miraculeusement, il s'en est sorti. Donc je pense que ça relève plus du miracle qu'autre chose à ce niveau-là. Et ensuite, on a les écuries marquantes. Donc là, c'est plus en général. Donc on a Penske, donc qui est comment on peut dire ça, très grand vainqueur de l'Indy 500 et très grand vainqueur du championnat également. Chip Ganassi Racing également. C'est, je veux dire, ces deux écuries sont celles qui se battent pour le titre depuis pas mal d'années. Ensuite, on a Andretti. L'écurie Andretti, donc qui est également une très très bonne écurie, qui a gagné le titre en l'occurrence en 2012 parce que Ryan Hunter-Ray en faisait partie, donc Andretti Autosport. On a l'écurie Agifoyt parce que Agifoyt c'est le plus grand vainqueur de l'IndyCar, le plus grand vainqueur à, à l'Indy 500, etc. On a le RAL Letterman Racing, donc elle qui est tenante du titre à l'Indy 500 cette année, donc Takuma Sato en fait partie. Donc voilà, alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres écuries qui sont marquantes, comment ça s'appelle, qui ont pas mal de victoires. Pas mal de victoires, pas mal de victoires à l'Indy 500, pas mal de championnats, etc. Mais bon, je veux dire, en faire la liste, ça nous prendrait 12 pages et puis 10 minutes hein, à, à tous les lister. Donc je vous remercie pour votre écoute et maintenant on peut désormais passer aux questions. Donc je vais voir s'il y a des questions qui ont été posées.